Bonjour, mon nom est Amélie Marcoux. Bienvenue à cette série éducative Savoir faire face qui fait le point sur les meilleures pratiques à adopter lorsque la santé et la sécurité d'une personne sont mises en péril. Savoir faire face a été développé par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec, en collaboration avec la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie, la Direction de la police de Trois-Rivières et le programme de soins préhospitaliers d'urgence du Cégep de Shawinigan. Dans cet épisode, nous allons aborder un sujet délicat, la perte d'autonomie. Bien que le maintien à domicile soit privilégié, parfois la perte d'autonomie peut vous obliger à trouver des alternatives comme des résidences privées pour aînés ou des CHSLD. Cette émission vous offre de précieux conseils pour savoir comment réagir si vous ou un de vos proches présente des signes de perte d'autonomie. C'est quoi les signes qu'on peut remarquer d'une personne qui est en perte d'autonomie? Souvent, la perte d'autonomie va en lien avec l'avancement en âge, mais pas nécessairement. Puis les signes qu'on peut remarquer, bien, c'est dans le fond, quand on perd l'autonomie, c'est qu'il y a des activités qu'on faisait avant qu'on n'est plus capable de faire. Puis ça se remarque souvent en premier dans les activités plus difficiles, avec les tâches extérieures, entretenir la pelouse, entretenir la piscine, aller faire les commissions. Fait que ça c'est plus difficile. Fait que souvent, ça commence par ça qu'on va remarquer là, des petites difficultés au niveau de la perte d'autonomie. Puis après ça, bien, c'est les autres activités quotidiennes qu'on a à faire. Faire son épicerie, faire à manger, se déplacer dans la maison, bien, on va remarquer que la personne a des difficultés ou la personne peut remarquer des difficultés à ce niveau-là. Puis que ce n'est pas temporaire, que ça augmente avec le temps. Puis après ça, bien, il y a plein de signes physiques qu'on peut remarquer, puis même social ou cognitif. Fatigue, des fois ça peut être tendance à s'isoler un peu plus, des changements au niveau de l'alimentation. On a moins le goût de manger quand on est tout seul des fois, fait que moins le goût de manger, pas le goût de se faire à manger, moins d'appétit. Perdre de la vision, pas perte ou diminution de la vision, de l'audition. Fait que tu vois, ça tire un peu dans toutes les directions là, des signes de perte d'autonomie là, ou des signes d'annonciation de perte d'autonomie. Et si on est un proche puis on remarque ces signes de perte d'autonomie-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Pour aider, c'est d'essayer d'en parler. Tu sais, des fois, la personne qui vit cette perte d'autonomie-là, ils ne reconnaissent pas tout le temps ça. Des fois par négligence ou des fois par orgueil. On ne veut pas nécessairement reconnaître ces signes-là, puis on veut les nier. Des fois, les oublier, c'est faire comme si c'était plus là. Fait que comme aidant, là, d'essayer d'entamer la conversation avec la personne, de lui faire remarquer les difficultés, ça peut être une bonne manière, parce qu'après ça, il y a plein de choses là, qu'on peut faire pour supporter les gens à diminuer les conséquences de la perte d'autonomie. Et on peut s'y prendre de différentes façons pour en parler. Vous suggériez l'humour? Oui, bien, ça dépend aussi de la relation qu'on a eue avec la personne. Effectivement, là, si on peut agacer la personne, « Non, maman, je trouve que il me semble que tu marches un peu plus croche, là, tu vas t'en aller, tu vas tomber. » Tu sais, on peut y aller Ou des fois même, c'est un peu faire peur. Tu sais, des gens, des fois, qui sont tellement téméraires, tellement au-dessus de tout qu'on peut dire qu'on peut raconter des vérités, entre guillemets. Hey, j'ai entendu, maman, qu'une personne sur trois pouvait tomber. Ça arrive souvent, là. Je pense que tu devrais faire plus attention. Ou parler du troisième voisin qui est tombé. Fait que, tu sais, des fois, rendre compte, je dis faire peur, mais aussi faire connaître aux gens que c'est possible et qu'il y a des grandes conséquences. Des fois, c'est ça qui va faire réfléchir. Mais si les gens regardent l'émission et se reconnaissent eux-mêmes, quand nous, on reconnaît qu'on est en perte d'autonomie, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, déjà, le reconnaître, c'est super. Fait que là, quand on le reconnaît, qu'on a des choses qui changent, bien, il y a des choses qu'on peut changer, justement. Si on se rend compte qu'on est moins en forme, qu'on a plus de fatigue dans les jambes, bien, peut-être que de bouger un petit peu plus, ça peut être une manière. Il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est la bonne nouvelle dans ça. Puis c'est pas sorcier. Puis c'est un peu avec les bonnes habitudes de vie. Hein. Bien manger, se reposer, voir à sa santé, prendre sa médication comme il faut, garder toutes les activités qu'on peut faire pour garder la forme, autant physique que mentale aussi. T'sais, faire travailler notre cerveau, c'est aussi important que faire travailler nos jambes. C'est pas un muscle, le cerveau, mais c'est le même principe, là, ça s'entraîne. Fait que des fois, plus on perd d'autonomie, moins on a de capacité à faire des choses, plus on perd des capacités. Fait qu'il faut rouler le cercle à l'envers. Avec des activités, ça peut être continuer la lecture, avoir des rencontres sociales, jouer au Scrabble. Avec toutes ces choses-là, autant au niveau cognitif qu'au niveau social, sont importantes aussi pour diminuer les pertes associées à la perte d'autonomie. Vous avez parlé aussi des risques de chute. Oui.
Ça aussi, ça peut causer une seule chute, peut Ouais. avoir un effet domino sur l'autonomie. Malheureusement, oui, les chutes, comme j'ai dit tantôt, une personne sur 3 va faire une chute, une personne âgée sur 3 va faire une chute durant l'année. Puis, les chutes peuvent amener à des graves pertes d'autonomie. Puis, il y a 40 des personnes âgées qui vont être hospitalisées suite à une chute, qui ne vont pas retrouver leur autonomie antérieure non plus. Fait que c'est quelque chose qu'il ne faut pas banaliser, puis qu'il faut tenir compte, là. Quand on nommait qu'est-ce que je peux faire quand j'observe les signes-là de début de perte d'autonomie, bien, c'est des petits signaux d'alarme pour dire « Oh, OK, je commence à avoir de la difficulté, je veux rester avec toutes mes capacités. Qu'est-ce que je peux adapter ou rendre encore plus sécuritaire dans mon environnement? » La salle de bain, on peut mettre des barres d'appui, s'assurer d'avoir un tapis de bain dans le bain qui va empêcher de tomber, de glisser, une sortie de bain antidérapante qui va absorber l'eau aussi. La salle de bain, c'est un endroit qui est particulièrement dangereux. Il faut jouer sur plusieurs niveaux. Encore là, sur les choses qui dépendent de nous, comme notre forme physique, notre alimentation, tout ça, les mêmes facteurs de risque que tantôt, c'est des éléments qui vont prévenir les chutes, hein. Si on est plus en forme, si on mange bien, on est plus solide sur nos jambes. Si on est moins solide, justement, bien, d'avoir un accessoire de marche, une canne ou une marchette, bien, ça va nous tenir plus solide. Puis ça aussi, là, des fois, c'est les gens vont être... par orgueil ou par principe, vont dire « Ah, je ne veux pas me prendre une canne, je vais avoir l'air vieux, je vais avoir l'air handicapé. » Bien, il faut travailler sur ça. Puis, tu sais, il faut faire ce qui est bon pour nous. Puis, moi, ce que je dis à mes clients, c'est toujours mieux de quelqu'un qui marche droit avec un accessoire de marche que quelqu'un qui marche croche avec rien. Fait que, tu sais, des fois, il faut travailler dans ce sens-là, puis il faut faire ce qui est bon pour nous, puis laisser tomber un petit peu les préjugés qu'on peut avoir sur ça. Une fois qu'on demande l'aide, qu'est-ce qui arrive? Prenons l'exemple où la personne ou son aidant appelle au CLSC pour dire « j'ai des difficultés ». Il y a quelqu'un là, qu'on appelle à l'accueil qui va entendre votre besoin. Puis quel son rôle avec ce que vous lui dites, c'est déterminer quel professionnel est le meilleur pour répondre à votre besoin au niveau du CLSC, par exemple. Donc, elle dit « bon, moi, avec ce que vous me dites, je pense que ce serait le physiothérapeute qui serait pertinent à mettre en action. » Alors, elle va transmettre cette demande-là à l'équipe de physiothérapie. Et là, le coordonnateur clinique va évaluer la priorité. Et ça a été fait aussi un petit peu à l'accueil. On va évaluer la priorité en fonction de la nécessité et du risque de la personne. Puis, fait que ça se peut qu'il y ait une période d'attente, là. Si le besoin est urgent puis qu'on sent qu'il y a des risques, bien, elle va être vue rapidement. Sinon, on va être mis sur la liste d'attente là, pour quelques semaines, peut-être quelques mois. On essaie le plus rapidement possible. Puis, après ça, la prochaine étape, il y a une personne qui va, dans ce cas-ci, la physiothérapeute, va l'appeler pour prendre un rendez-vous à domicile. Puis, la beauté de la chose, c'est que oui, là, à l'accueil, on a essayé de cibler quel professionnel serait le plus pertinent. Mais tous les intervenants du soutien à domicile ont été élevés, entre guillemets, à avoir des antennes assez larges. Puis, si on perçoit d'autres difficultés dans le quotidien de la personne, dans notre première évaluation à domicile, bien, on va aller référer à d'autres spécialistes, à d'autres gens de notre équipe, ou bien donner des références pour des organismes ou des associations qui peuvent répondre aux besoins de la personne. Et il y a des ressources et des services gratuits qui existent. Oui, bien justement, les services du CLSC, quand on en a besoin, c'est gratuit. Donc, c'est ça, il y a des organismes associés à différentes pathologies, comme Société Parkinson, Société Alzheimer, qui peuvent nous donner des ressources spécifiques à notre diagnostic. Puis après ça, il y a toutes les ressources d'aide aussi, du répit. Il y a des organismes aussi qui font faire de l'aide à domicile. Un autre partenaire important, c'est les centres d'action bénévoles aussi, qui peuvent là, aider les gens qui sont à domicile à avoir de l'aide pour, par exemple, les repas, la popote roulante ou volante, dépendant des services. Fait que c'est des bénévoles qui vont aller porter les repas. Ça, il y a des frais minimums pour les repas, mais pas pour le temps là, des bénévoles, évidemment, c'est des bénévoles. Il y a des transports, ils peuvent aller vous accompagner pour des rendez-vous à l'hôpital ou des choses comme ça. Fait que vous n'êtes pas juste transporté comme un taxi, vous êtes accompagné par un bénévole. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Vous êtes capable d'analyser la situation, donc à un certain moment aussi, c'est possible que vous passiez le dossier à d'autres collègues pour, par exemple, placer
la personne. Oui. L'autre élément que je trouvais important à mentionner, c'est que justement, quand des fois la perte d'autonomie augmente, il faut penser à changer de milieu de vie, un peu comme vous venez de le suggérer. Puis, c'est vu des fois négativement. Les gens ils voient ça comme une grosse perte, même comme une défaite, là. Mais par contre, il faut le mettre dans les options possibles encore là, déménager, changer de milieu de vie. Puis, souvent, ça va faire une grosse différence. Comme une dame que j'accompagnais, qu'elle était à domicile, puis justement, on a avancé tranquillement, pas juste en physiothérapie, mais avec l'intervenante sociale, avec la famille, à déménager vers un milieu de vie plus adapté. Quand elle a déménagé, bien, elle a retrouvé justement plus d'autonomie parce qu'elle avait plus d'énergie. Elle avait pas, son énergie n'était pas toute pour son ménage, son lavage, sa nourriture. Là, elle allait à la salle à manger, donc elle n'avait pas à se casser la tête pour les repas. Puis en plus, elle s'était faite des amis, ce qu'elle n'avait plus à domicile parce qu'elle était très isolée. Et, cerise sur le sundae, elle avait même rencontré un amoureux. Oh! Donc, il n'y a pas juste du négatif, au contraire. Puis encore là, ça dépend. Il faut y aller avec les besoins de la personne. Le programme PAIR, c'est un programme de prévention. C'est un service d'appel automatisé. Dans le fond, ça s'adresse, oui, aux aînés. Il n'y a pas d'âge là, pour adhérer au programme PAIR. Des gens qui ont des problématiques de santé, autant que des gens qui vivent seuls, qui veulent avoir une petite sécurité. Donc, c'est un appel automatisé qui est logé à tous les jours à l'heure du choix du membre. Donc, premier appel qui est logé. S'il n'y a pas de réponse au niveau du premier appel, on va rappeler 2 autres fois dans des intervalles de 10 minutes. Suite à ces 3 appels-là, si on n'a toujours pas de réponse, on va contacter une personne responsable parce qu'on demande aux gens d'avoir une personne responsable qu'on peut contacter facilement, qui pourrait se rendre facilement sur les lieux. On va contacter cette personne-là et si toutefois, bien, cette personne-là n'est pas disponible, c'est à ce moment-là qu'il y a une alerte qui est déclenchée et qu'il y a des services policiers qui vont se rendre chez cette personne-là pour voir si elle va bien, dans le fond. J'imagine que vous avez des histoires que, justement, ça a permis de, peut-être pas sauver une personne, mais d'aider une personne qui était en difficulté. Oui, effectivement, il y a eu des interventions avec le programme PAIR qui ont permis d'aller relever des personnes qui étaient tombées, qui n'étaient pas capables d'atteindre leur téléphone. Donc, bien, ces personnes-là ont pu être relevées, les soins ont pu leur être apportés. Dans certains cas, ça nécessite un transport hospitalier, mais ça évite aussi que des gens soient retrouvés malheureusement décédés après un certain nombre de temps où ce que personne n'est venu les voir, parce qu'on s'entend qu'au niveau du programme PAIR, oui, j'ai des abonnés qui vont être dans les RPA, mais la plupart des abonnés vont être des gens qui vont habiter à leur domicile, qui n'ont pas nécessairement la chance d'être entourés, d'avoir de la visite à tous les jours. Donc, effectivement, c'est une belle sécurité. Puis, dans des cas, là, ça a prouvé son importance. Comment les aînés peuvent s'inscrire? 2 façons. Sur le site Internet de la Ville de Trois-Rivières, ov3r.net, il y a le formulaire dynamique où les gens peuvent s'inscrire. Ça nous est transféré directement. Ou ils peuvent le faire aussi par téléphone dans le 819-370-6700, poste 3232. À ce moment-là, ils vont me rejoindre et c'est moi qui vais procéder à leur inscription. Je vais les rappeler. On va vérifier ensemble leurs besoins, puis on va les inscrire. Est-ce qu'il y a un coût relié à l'inscription au programme PAIR? Non, c'est totalement gratuit. Tout est gratuit, là. On va faire un déplacement policier parce qu'il y a une alerte qui est déclenchée. C'est gratuit. On doit entrer chez vous, on n'est pas capable de vous rejoindre, on doit entrer chez vous, faire venir un serrurier. Les frais sont pris en charge par nous. C'est complètement gratuit, le programme PAIR. C'est une façon pour vous d'aider le programme PAIR, donc vous souhaitez avoir le plus de participants possible? Effectivement. J'ai déjà plusieurs centaines de résidents de la Ville de Trois-Rivières qui sont abonnés, mais ce que je veux que les gens sachent aussi, c'est qu'il y a de la place pour d'autres. On a beaucoup d'appels qui peuvent être logés en même temps, donc c'est pas un problème, là. Juste pour vous dire, je peux loger 6 appels aux 2 minutes. Donc, sur une journée de 24 heures, ça fait quand même beaucoup d'appels. Comment ça fonctionne à partir du moment où on demande de l'aide, où la famille se rend compte que la personne ne peut plus rester chez elle? À partir du moment que la famille commence à se poser des questions ou a un besoin de support au niveau des soins ou pour le maintien à domicile ou maintien
dans le milieu de la personne, à ce moment-là, c'est important de faire appel au travailleur social du CLSC. Et le travailleur social, à l'aide, dans le fond, de la personne et de ses proches, va faire une évaluation de l'autonomie de la personne pour vraiment voir, soit offrir de l'aide supplémentaire ou voir s'il y a un milieu qui pourrait être offert, soit des maisons de type milieu de type familial ou encore des résidences intermédiaires. Puis il se peut que, dépendant de l'autonomie, que ce soit un milieu comme le CHSLD aussi, là, qui soit ciblé à ce moment-là. C'est sûr que tout au long du processus, bien, toutes les démarches sont faites en collaboration avec la personne qui est en perte d'autonomie et ses proches pour pouvoir décider avec elle le meilleur milieu possible là, s'il y a un changement d'endroit. C'est important de le mentionner, ça. C'est pas parce qu'on demande de l'aide, qu'on demande une évaluation, qu'on s'adresse à une TS, qu'on va être placé sans notre consentement à un endroit. Non, absolument pas. Et puis, c'est sûr que par le temps que la demande est faite, que l'évaluation du travailleur social du CLSC se fait, s'il y a besoin d'aide supplémentaire pour supporter les proches, supporter la personne qui est à domicile ou dans un autre milieu, bien, on va mettre un filet de sécurité alentour de la personne pour pouvoir maintenir les services là, en attendant le placement, là, s'il y a lieu. Et c'est pas parce que, par exemple, on est sorti de notre maison, qu'on s'en va dans une résidence, que c'est négatif. On peut retrouver une joie de vivre, une autonomie en ayant plus de services. Absolument. Je suis contente de pouvoir vous en parler des CHSLD parce que à l'intérieur, quand les gens arrivent, c'est souvent ça la constatation, c'est que finalement, il y a beaucoup d'activités, il y a un système de loisirs, il y a des agents spirituels, le travailleur social est là aussi, il y a une belle équipe de soins qui entoure et des professionnels aussi au niveau de la réadaptation qui entourent les résidents pour pouvoir contribuer à ce qu'il y ait une belle qualité de vie en hébergement. Puis les proches sont toujours les bienvenus. Ce qu'on désire le plus, c'est que le CHSLD devienne la maison du résident, puis que les proches puissent se sentir comme à la maison quand ils viennent visiter, qu'ils puissent utiliser les espaces communs, qu'ils puissent apporter des plats préparés s'ils le désirent. S'ils s'en sentent capables, s'ils ont le désir aussi de participer aux soins, on va assurer la sécurité, bien sûr, mais on va collaborer avec eux pour qu'ils puissent vraiment s'intégrer dans nos milieux. Se sentir comme à la maison, des fois, ça passe par la décoration, des accessoires, et ça, c'est permis. Oui, vraiment. Quand les résidents arrivent, parce qu'en hébergement, on les nomme des résidents parce que c'est leur demeure, ce qu'on demande, c'est vraiment de remplir l'histoire de vie pour qu'on puisse personnaliser les soins. Puis on demande aussi, oui, d'apporter des effets personnels. C'est quoi exactement une histoire de vie? Dans le fond, l'histoire de vie, à la base, c'est un formulaire qu'on demande de remplir. On demande aux proches de le remplir, puis aux résidents, c'est sûr, s'il est apte à le remplir, à le compléter. Et puis, ce qu'on va demander là-dessus, c'est vraiment quel métier il faisait, quels sont ses intérêts. C'est un formulaire qui est quand même assez complet et qui vient nous aider vraiment à pouvoir cibler comment prendre soin de la personne. On parlait de l'accompagnement, oui, des résidents, mais également de leur famille. C'est important, surtout à l'arrivée au CHSLD, les proches peuvent sentir peut-être une certaine culpabilité. Bien, tu sais, les gens qui arrivent dans nos milieux, souvent, ont plusieurs mois, voire plusieurs années, hein, où est-ce qu'ils ont supporté leurs proches, sont très impliqués au niveau des soins. Alors, c'est sûr qu'ils peuvent vivre un certain soulagement parce qu'ils ont de l'aide, ils ont un nouveau milieu, puis en même temps, de la culpabilité, effectivement, des fois de passer le flambeau, mais l'important, c'est de collaborer avec les proches, puis de vraiment qu'ils fassent partie intégrante de l'équipe de soins pour pouvoir soutenir le résident puis faire partie prenante là, des actions qu'on va mettre en place pour l'intégration. On invite les proches aussi à plusieurs activités. L'été, ce soit des musiques, des kiosques à chansons, des activités pour les fêtes thématiques. Alors, ils peuvent participer. Puis ça l'aide grandement. Souvent, ils retrouvent un autre milieu, une autre famille. Ils se font aussi des liens à l'intérieur. J'imagine qu'à travers les années, vous avez été témoin de belles histoires
en CHSLD? Bien, il y a plein de belles histoires. Souvent, ce que les gens vont nous nommer, c'est avoir su qu'il y avait autant, oui, d'activités, mais de bienveillance, de soins, de support, de liens tissés. J'aurais peut-être moins hésité à venir avant. Je serais venue avant, chercher le support. Ce que ça m'apporte de pouvoir veiller à la qualité de leur milieu de vie, c'est vraiment de faire la différence pour eux, même dans les petits gestes ou les petits changements qu'on peut faire. Et ce sont des gens qui ont un bagage exceptionnel, qui, malgré même certaines pertes cognitives, peuvent nous apporter énormément, nous apprendre, participer et c'est ça, nous apportent énormément autant qu'on peut leur donner. Et pour moi, de veiller à leurs droits, veiller à toute la bientraitance auquel ils ont besoin, pour moi, c'est très valorisant. Les proches aidants ne se reconnaissent pas toujours comme étant un proche aidant. C'est quoi la définition d'un proche aidant? C'est une définition qui a évolué beaucoup avec le temps. Il y a autant de réalités de proche aidance qu'il y a de proches aidants. Donc, oui, de s'arrêter à une définition qu'on retrouve dans la loi depuis 2020. Il y a une loi qui vise à mieux reconnaître et mieux soutenir les personnes proches aidantes. Donc, selon cette définition-là, c'est toute personne qui apporte un soutien à un proche, un membre de son entourage, qui présente une incapacité. Fait que cette incapacité-là peut être temporaire, comme suite à un accident, une chirurgie, ou permanente, comme dans le cas de la perte d'autonomie, par exemple. Et on soutient un proche, mais ce n'est pas nécessairement un membre de la famille. Non, en fait, c'est une personne avec qui on entretient un lien significatif. On n'est pas rémunéré, par exemple, pour s'occuper de cette personne-là. Ça, c'est important aussi quand même de le comprendre, mais ça peut être un ami, un voisin ou un membre de notre famille. Comment on fait pour se reconnaître comme étant un proche aidant? La différence entre rendre service, par exemple, à quelqu'un et être un proche aidant, c'est si je suis en train de faire quelque chose que la personne est incapable de faire par elle-même. Que si moi, je ne l'aide pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire pour elle, bien là, on peut se reconnaître comme proche aidant. La personne qu'on aide n'a pas nécessairement besoin d'être à la maison. Elle peut quand même être dans une résidence, oui. mais on l'aide quand même. Mais c'est souvent quelque chose à laquelle on pense, hein, que d'être proche aidant, c'est qu'on soutient quelqu'un à domicile. Mais vous avez tout à fait raison, quand la personne transite vers un milieu de vie, par exemple, si on continue de lui apporter des soins, d'être là pour un soutien moral ou un soutien physique, on continue de régler des comptes pour elle ou de coordonner des rendez-vous, on continue de jouer aussi un rôle de proche aidant auprès d'elle. Et pourquoi c'est important d'identifier les proches aidants? Les personnes qui ne se reconnaissent pas peuvent difficilement comprendre qu'il y a des services qui peuvent être pour eux. Donc, c'est important, oui, qu'ils se reconnaissent, puis qu'on les reconnaisse aussi dans notre entourage pour mieux comprendre aussi toute la réalité qu'ils vivent. Parce qu'être proche aidant, ça comporte des beaux bénéfices. C'est une relation privilégiée quand même. On a aussi la possibilité de développer des compétences nouvelles, d'apprendre beaucoup sur la maladie, par exemple. Mais ça comporte des risques aussi, puis c'est des risques importants à comprendre puis à envisager chez la personne qu'on connaît qui joue ce rôle-là de proche aidant. Fait que c'est important qu'elle se reconnaisse, mais aussi que nous, comme membres de son entourage, qu'on sache qu'il peut y avoir des risques associés aussi à ce rôle-là. Il y a des risques quand on ne connaît pas bien, par exemple, quand on manque d'informations ou de formation sur des déplacements, par exemple, on pourrait risquer de se blesser. On pourrait risquer aussi de s'isoler. C'est un rôle parfois qui amène les gens à se replier un peu sur soi puis à pas trop aller chercher de l'aide. C'est important de bien s'entourer. Fait que quand on parle de ressources, les ressources qui sont là pour les proches aidants sont importants de connaître puis d'aller les chercher. Ça peut être du soutien psychosocial, du soutien donc dans des groupes ou en individuel. On va parler de la réalité, de la situation. On va chercher des solutions aussi avec des intervenants qui sont formés pour accompagner les proches aidants. Ça peut être aussi sous forme de répit, donc de l'aide qui vient à domicile,
pour libérer la personne puis lui laisser l'occasion aussi de prendre du temps pour elle. Et comment on peut aller chercher cette aide-là? En fait, en Mauricie et au centre du Québec, il y a vraiment beaucoup de ressources. Il faut les connaître d'abord pour y aller. On peut appeler au 811 pour en connaître davantage ou visiter aussi une plateforme web qu'on a montée pour la Mauricie centre du Québec où on met tous les organismes puis les services disponibles sur Proche Aidance MCQ, comme Mauricie centre du Québec.ca. Pour aider les proches aidants, il y a différentes ressources qui existent, différentes formes de répit. Absolument. Le répit peut être à domicile. Donc, par exemple, si vous avez un proche à la maison, Amélie, et vous souhaitez aller à une activité, mais que quelqu'un reste à votre domicile, c'est possible d'avoir donc quelqu'un de formé qui vienne s'occuper, surveiller votre proche à la maison. Il y a aussi du répit hors domicile, où là, votre proche va aller passer un moment à l'extérieur, dans une maison de répit. Donc, vous l'accompagnez pour se rendre à cette maison-là, où votre proche pourra rester quelques heures, ou même peut-être une nuit ou 2 nuits, là, selon la situation, puis le besoin aussi qui est identifié. On a parlé de l'importance de prendre du temps de repos quand on est proche aidant. Mais parfois, prendre du repos peut venir avec un sentiment de culpabilité. La culpabilité et d'autres émotions comme ça difficiles peuvent faire partie du vécu de proche aidance, effectivement. Notre proche aussi peut nous faire sentir coupable parce qu'il ne veut pas que ce soit quelqu'un d'autre qui s'occupe de lui. Mais si rapidement, dès le début du parcours, on s'entoure, on identifie d'autres personnes qui peuvent eux autres aussi venir de temps en temps prendre le relais ou justement du répit à domicile un peu, on installe ça plus tôt que tard, bien, ça fait en sorte que ça devient une habitude, puis on est en équilibre plus longtemps et on vit moins de culpabilité aussi. Donc, c'est exigeant, mais on reçoit beaucoup en retour. C'est touchant de voir effectivement comment la proche aidance peut transformer quelqu'un, puis l'amener dans toutes sortes d'aventures qu'on ne s'y attend pas quand on s'ouvre à cette aide-là à apporter à un proche.